Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les réactions fusent de partout après la dernière déclaration de la SADC. Vous l'avez certainement suivi. Le président en exercice de cette institution sous-régionale pense qu'il est impossible d'organiser les élections en République démocratique du Congo en décembre 2017 et il appelle la CENI à publier un calendrier sans pression. Ce sera un des thèmes que nous allons aborder au cours de cette émission de votre magazine Le Point, qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Guillaume Manjolo, cadre de l'ULDC. Bienvenue, Monsieur Manjolo. Merci, Monsieur Mbobo. Vous l'avez certainement suivi, la SADC avec son président en exercice, le président sud-africain Jacob Zuma. N'est-ce pas là une sorte d'ingérence aussi dans les affaires internes de la RDC? Non, il me semble qu'il y ait de l'ingérence là-dedans parce que tout simplement, la perception qui est la nôtre par rapport aux choses du monde, notamment de la région, pour l'essentiel, par certains politiques, est erronée. Erronée pourquoi? C'est quoi la SADC en fait? Quand vous dites ça comme ça, les Congolais pensent qu'effectivement il s'agit d'une institution étrangère à la RDC qui vient s'imposer chez nous pour donner, fixer notre façon de vivre, éventuellement nous orienter. Ce n'est pas le cas. La RDC est membre de la SADC. Il y avait 15 pays, aujourd'hui s'ajoutent les îles de Comores. Donc nous allons être à 16 pays. La SADC, nous avons souscrit, comme membre de la SADC, à participer aux activités de la SADC en permanence. Dans les processus de la subsidiarité des institutions du monde, il y a d'abord les pays, il y a la région, il y a par la suite, on a les continents aujourd'hui, et puis les Nations Unies. Nous sommes membres à part entière de la SADC. La SADC a pour vocation notamment de pouvoir gérer les aspects sécuritaires de la RDC. C'est à ce titre que quand nous avons souscrit, quand Mzee Désiré Kabila avait souscrit d'être membre de la SADC, on a bénéficié du soutien de la SADC. Avec le Zimbabwe. Avec le Zimbabwe, la Namibie, l'Angola, et tout ça. Exact. Ok. Ce qui a fait que les pays a été sauvé de sa partition. Qu'on s'en souvienne. C'est trop facile aujourd'hui de dire, oui, la SADC n'a pas se mêler. On n'avait plus de pays. On n'avait plus de pays sans la SADC. On n'aurait plus de pays aujourd'hui. Le comble, c'est que si c'est l'Union européenne qui intervient, non ingérence. Mais la SADC n'y a pas ingérence. Mais non, nous ne sommes pas membres de l'Union européenne, M. Mboma. Nous sommes membres de la SADC. Nous intervenons dans le cadre de la SADC, dans les activités de la SADC aussi parce que ce sont les règles qui nous sont à la fois applicables à nous, applicables aux autres. Et dans la gestion de la SADC, il y a les départements de la paix et sécurité, démocratie et notamment les élections. Ça existe. Nous sommes membres de cette structure-là. D'ailleurs, cette structure a été pilotée pendant très longtemps par M. Malou Malou. Donc nous participons aux activités de la mise en œuvre des processus électoraux dans toute l'Afrique australe, c'est-à-dire au niveau de la SADC. À ce titre-là, ils ont l'obligation de venir vérifier sur le terrain ce qui se passe. Lorsque les Congolais sont réunis à la Cité de l'Union africaine, la SADC était là. Parce que la voix prépondérante, régionale, qui doit devoir vérifier, examiner la situation réelle de la RDC, doit venir d'abord de la SADC. L'accord cadre qui fixe tous les mécanismes de fonctionnement de la RDC, notamment en termes des interactions avec la partie Est, les pays de la région et tout ça, c'est la SADC qui a participé. La brigade d'intervention qui a bouté dehors le M23, c'est la SADC. Ce sont les enfants de la SADC qui sont partis mourir là-bas pour la RDC. Les enfants de la SADC sont morts pour la RDC, aussi bien dans le cadre de la guerre entre 1998 et 2001-2002. Les Zimbabwéens sont morts, les Namibiens sont morts, et une série d'autres pays de l'Afrique australe sont décédés dans ces cadres-là pour sauver la RDC. Sun City, c'est toujours la SADC. Sun City qui a fait qu'on puisse prendre aujourd'hui des actes qui a permis d'avoir aujourd'hui la Constitution, et le reste, c'est la SADC. Alors, s'il vous plaît, qu'on puisse un peu se retenir d'une arrogance absolue, drapée dans une suffisance, parce qu'on ne maîtrise pas les choses. Malheureusement, c'est ça le problème avec la RDC, c'est qu'il y a une sorte de, quelque part, soit de mauvaise foi, soit de vacuité de connaissance. Mais cette déclaration va en l'encontre même de l'accord du 31 décembre 2016. Les protagonistes congolais se sont convenus à organiser les élections au plus tard décembre. Mais quelle autorité a la SADC pour dire que ce serait impossible? Je pense que je vais me répéter une fois de plus. À l'occasion de la rencontre de la Cité de l'Union africaine, seul endroit où on a eu une expertise venant de plusieurs faisceaux. On avait à la fois l'USAID, OIF, SADC, CENI et quelques observateurs au fait, au niveau de l'Union européenne. Tous ces techniciens des élections,
sous la coupole à la fois des Nations Unies, parce que M. Djini était là, l'activité était pilotée par l'Union africaine à travers M. Kodjo. Je ne parle pas des aspects politiques. Les aspects techniques liés à la mise en œuvre du processus électoral ont démontré qu'il était impossible de tenir les élections avant avril 2018. Déclaration de manière unanime devant toutes les instances internationales. Et d'ailleurs, c'est la technicité d'une série d'acteurs internationaux dans le secteur des élections qui a donné cette issue-là. Très bien. Maintenant, on dit, faute d'inclusivité, il va falloir éventuellement parler avec les autres. Exact. Très bien. On fait venir les autres. Au centre interdiocésain. Ce qui est une très bonne chose, parce que, après tout, ce sont les enfants de la famille RDC. Lorsqu'on se met à parler, mais pour avoir déjà promis, la plupart d'entre eux, avaient promis à la population, de manière tout à fait fantaisiste, que eux, une fois aux affaires au matin, au soir, il y avait élection. D'ailleurs, ils voulaient tenir cette élection déjà en décembre 2016, s'ils avaient le pouvoir tout de suite. Carton jaune, tout l'état là, vous vous souvenez, hein, c'est le côté folklorique qui a fait pchit. Bon, maintenant, ils disent, oui, mais puisqu'on a promis à la population, on doit faire ça cette année-ci absolument, il faut qu'on coule ça sur le papier en disant, oui, c'est cette année. Mais on dit, mais oui, mais c'est pas possible, on ne peut pas le faire cette année. Ayant cette conscience, vers bot, je sais ce qui se passe, mais j'ai fait semblant de ne pas le savoir pour faire plaisir aux uns aux autres. Les dank vers bot. C'est une expression qui a été utilisée par M. Zizek, qui est un philosophe immense. Malheureusement, on ne se réfère pas à la pensée dans ce pays, on se préfère plutôt l'applaudissement de la bêtise en permanence. Alors, Zizek dit ça pourquoi? Parce que des fois, vous prenez une décision, sachant très bien que ce n'est pas tenable. Mais pour faire plaisir aux uns aux autres, pour, comment dire, amadouer les gens... Mais cette décision-là, ils l'ont prise ensemble avec la majorité. Oui, mais attendez. Mais regarde... Qui connaissait la réalité. Pourquoi la majorité n'avait pas dit que non, ce serait impossible et la majorité a laissé faire? Monsieur Mboma, c'est ça qui est intéressant. Là. Voyez-vous, vous allez voir la supercherie, comment est-ce qu'elle est glissée. Hein, les diables se cachent dans les détails. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, on doit tenir les élections en décembre 2017 au plus tard. Mais derrière ça, ils disent toutefois, au cas où c'est pas possible. Mais pourquoi il y a ces toutefois-là? Parce qu'ils avaient toutes les garanties qu'effectivement, l'effectivité, ou plutôt la technicité requise devait être accomplie avant décembre. Pourquoi mettre toutefois? Parce que, raisonnablement, tout le monde le savait que ce n'était pas tenable, dans la mesure où les experts, je reviens sur mon premier propos, réunis à la Cité de l'Union africaine, avaient démontré A plus B, et plusieurs experts d'ailleurs, y compris les gens qu'on ne pouvait pas reprocher d'être partisans de quoi que ce soit, avaient dit ce n'est pas tenable. Vous vous trompez. Ajoutez à cela maintenant tout ce qu'il y a eu comme difficulté. Voyez-vous, il y a eu une série d'aspérités sur le parcours. Entre le moment où vous dites, vous signez l'accord de décembre 2016 et le moment où on fait le gouvernement, ça fait combien de temps? Plus de 3 ou 4 mois, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'on a perdu énormément de temps déjà dans le délai requis pour tenir, soi-disant, cet horizon indépassable de décembre 2017. Ce qui est complètement faux déjà. Mais pendant ce temps, le gouvernement en place finançait la CENI pour très bien, la CENI a conclu son travail. Donc techniquement, il n'y a rien de dérangé. Non, pas du tout. Techniquement, beaucoup de choses dérangées parce que, entre parenthèses, il y a eu l'histoire de l'espace Kasaï qui a empêché qu'on puisse faire certains exercices par la CENI, notamment l'enrôlement. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, non seulement tenant compte des dispositions mathématiques déclamées à partir d'octobre 2016, mais en plus de l'insécurité, tout le reste et tout ça, de toute façon, ce n'était pas tenable en 2017 fin. Alors, les toutefois là prédisposent quoi? Ces petits détails extrêmement importants, petits détails fins mais importants, prédisposent qu'effectivement, il n'était pas possible, et par conséquent, on verra comment faire. Mais ce qui est querellé aujourd'hui, M. Mboma, ce n'est pas tant les élections. Ce sont 2 postes qui ne sont pas revenus aux gens qui estimaient pouvoir les avoir de manière légitime pour eux. Si ces gens-là avaient eu ces postes-là, ils pourraient nous proposer une transition de 2 ans ou 3 ans tout de suite. Mais malheureusement, comme ils ne les ont pas eu, par conséquent, tout est mauvais. C'est ça. Parce que... Il y a violation de l'accord. Parce que si le Premier ministre ne vient pas du camp où il devait être choisi, c'est une violation. J'ai encore vu... La crédibilité même du processus qui est mis en danger. J'ai encore vu quelques images il n'y a pas très longtemps de M. Tchibala tenant la rue pendant des années. Aujourd'hui, M. Tchibala, dont la teneur de
de l'opposition s'atténue lorsque on rentre au niveau du gouvernement. Et on a eu successivement un Premier ministre venant de l'UDPS, élu UDPS, peu importe leurs tensions internes, c'est une activité privée, mais aux yeux de la République, il est UDPS, le peuple l'a porté là comme UDPS. M. Tchibala a fait la rue pendant des années. Des années, il a fait la rue. Il est UDPS. Maintenant, les tensions internes qui les concernent ne nous concernent pas. À eux de gérer ça. Vous savez, la grande difficulté, je l'ai dit, j'y répète, lorsque vous organisez une structure sociale, au lieu qu'elle soit basée sur la raison, elle est basée sur le sentiment, la passion, sur la déflagration et la spiritualité de la haine ou de la rancœur. Ça pose un problème. C'est ce qui s'est passé à Gimbal. Au lieu d'aller réfléchir en tant que fils congolais pour dire, voilà, quelles sont les solutions qu'on peut apporter à la situation de la RDC, ils sont partis réfléchir avec une rancœur viscérale vis-à-vis de Kabila. Kabila, Kabila. Donc, dans leur bouche, il y a le mot Kabila qui vient en permanence, mais il n'y a aucune proposition. Et d'ailleurs, parce que le mandat de Kabila devait se terminer en décembre. Est-ce que, en tant qu'homme politique, le fait que le mandat se termine en décembre, c'est une chose. Mais vous proposez quoi exactement? Non seulement vous dites que vous voulez aller aux élections, mais vous n'êtes pas sur le terrain électoral. Vous n'êtes ni sur le terrain pour faire enrôler les gens, pousser vos troupes, et vous-même vous êtes barricadé en Occident en train de faire des oukases, de lancer des anathèmes contre la République, mais vous n'êtes pas sur le terrain. J'aurais souhaité que l'espace Kasaï pour l'essentiel, où, parce que je sais qu'il y a énormément de Kassaïens qui sont des affidés de l'UDPS, qu'on voit un peu leurs leaders sur le terrain pour accompagner toutes les souffrances qu'il y a sur le terrain. On ne les voit pas. Et je ne sais pas cette élection, ils vont le faire dans les ciels ou ils vont le faire à Bruxelles. Alors que c'est sur le terrain ici. Qui est parti déjà dans les Kasaï soutenir toutes les souffrances des Kassaïens pendant cette période ici, au niveau de cette opposition-là? Personne. Si on dit, admettons, cas d'école, allez-y. Demain il y a élection, dans 2 mois il y a élection. Est-ce qu'ils sont prêts pour les élections? Non, ils ne sont pas prêts. Parce qu'on ne les a jamais vus sur le terrain. Ils ont le peuple derrière eux. Le peuple derrière eux, ça veut dire quoi exactement? La notion du peuple, elle est particulière. Vous savez, puisque vous parlez de ça... Ils incarnent les aspirations du peuple, c'est ce qu'ils disent. Non, faux et archi-faux. Vous savez, ça c'est une façon de dire... Ça me rappelle un peu l'histoire de Madame Le Pen en France, qui avait l'inspiration du peuple et tout ça. J'ai eu l'opportunité, permettez, c'est juste l'anecdote, de discuter avec des jeunes gens dont les parents sont de l'opposition depuis leur naissance. Les enfants sont nés en ayant des parents dans l'opposition. Un groupe de jeunes gens, par hasard, dans un parc, il y avait Elia, il y avait Coco, il y avait Johnson. Et ces jeunes gens ont fait ce qu'on appelle la révolte métaphysique. C'est-à-dire? C'est-à-dire ceci, c'est que nous enseigne Camus. Lorsqu'on est au courant des choses, lorsqu'on a appris, on rentre dans la connaissance, on maîtrise soi-même, on a les raisonnements propres. C'est pas parce que l'autre est en train de crier, parce qu'il montre les Fung Manchu, comme on dit en chinois, les Fung Manchu, l'épouvantail et tout ça. Je dis non, laissez-moi réfléchir par moi-même. J'ai fait 17 ans d'école, c'est-à-dire l'école primaire, secondaire, universitaire. Laissez-moi l'opportunité de réfléchir par moi-même. Donc, ces jeunes gens ont eu aujourd'hui l'opportunité de réfléchir par eux-mêmes. Je leur ai dit, ne venez pas à la majorité. Simplement, réfléchissez par vous-même. Je vous donne des outils de réflexion, sans animosité. Je peux être très très mauvais, mais simplement, la science ne pardonne pas. Je mets à votre disposition la science. Prenez ça. Les premiers d'entre eux, Johnson, a suivi, a dit non, je vous suis. Je n'ai jamais voulu des partis politiques, mais là, je pense que je peux réfléchir. L'opportunité pour un individu, cette autonomie particulière de pouvoir réfléchir par soi-même, et ça, ces jeunes gens disent, voilà, à travers vous, on peut réfléchir. Chaque plateau, et surtout les vôtres, quand je le fais, au sortir de ces plateaux-là, parce qu'il y a des choses répréhensibles, réprochables au niveau de la majorité présidentielle qui sont énormes. Mais il y a aussi une vacuité terrible, un comportement inacceptable au niveau de l'opposition. Et par conséquent, toutes ces tendances n'offrent pas, à un moment donné, une perspective. Quels sont ces rêves congolais qu'on propose lorsqu'on dit « Kabila est mauvais, Kabila est mauvais ». Quels sont les rêves congolais là-dedans? Il n'y a rien. Quels sont les rêves congolais qu'on dit « Voilà, l'opposition, c'est nul et tout ça en permanence ». Quels sont les rêves congolais? Il n'y a rien. Nous, au niveau de l'ULDC, les partis que j'anime en tant que secrétaire général, on propose des pistes de solutions. On appelle à la réflexion individuelle, à l'intérêt majeur de la RDC, à la passion pour la République, pas la passion pour autre chose. Voyez-vous, donc je vous dis tout nettement, sans état d'âme, en même temps sans passion, je ne suis jamais emporté par la passion parce que je suis dans les secteurs tout le temps de la science et surtout de la philosophie. J'évite la passion parce que ça dénature en fait les raisonnements en permanence. Donc, ce qui fait que
par rapport à la proposition de penser faire les élections à cette date-là, unanimement, tout le monde sait que ce n'est pas possible. D'où d'ailleurs, vous verrez que ceux de l'opposition aujourd'hui disent oui, alors arrivé en décembre, on fera une transition sans Kabila. Nous allons y revenir, mais vous ne trouvez pas que jusque-là on navigue à vue? On ne sait pas quand est-ce que les élections seront organisées, il n'y a pas de calendrier électoral. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, il me semble que nous avons encore un souci. Il faut couvrir l'espace Kasaï qui n'est pas encore couvert. Voulez-vous avoir un calendrier électoral sans savoir si vous êtes à combien finalement en termes de nombre d'électeurs? Parce qu'il faut un fichier électoral consolidé, finalisé. Il faut en même temps avoir la cartographie exacte des circonscriptions, de la redistribution en fait des sièges. Vous ne l'avez pas tout ça. Monsieur Manjolo, hier j'étais en train de réviser mes notes. Je suis tombé sur le calendrier proposé par Feu l'abbé Apollinaire Malumalu. Oui. Mais on n'avait pas l'opération normalement, mais toutes les opérations étaient déjà connues, les dates, tout ça. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la CENI de publier un calendrier comme ça pour, par exemple, pour la loi sur la répartition des sièges au plus tard, tel mois, et puis les élections. Comme ça, tout le monde sera calme. Non, c'est-à-dire qu'on a eu, à l'époque de Malumalu, on voulait prendre la même situation qui avait été laissée par Ngoï Mulunda. C'est-à-dire que la cartographie telle que prévue par Ngoï Mulunda, donc fixée dans les cadres des institutions actuelles, reprendre ça, on sait autant de nombre de députés par rapport aux circonscriptions. C'est tout ça, en fait, qui devait être fait de la même façon. Mais c'était pas bon, parce que non seulement les fichiers étaient viciés, complètement viciés, mais en plus, il y avait de nouveaux majeurs qui rentraient en danse et qu'on ne savait pas très bien où est-ce qu'on en aura un peu plus, où est-ce qu'on en aura un peu moins. Et d'ailleurs, tous les partis politiques unanimement, aussi bien la majorité que l'opposition, ont rejeté ce calendrier-là. Parce que ça ne rencontrait pas toutes les préoccupations des uns et des autres, ce qui était tout à fait justifié. Mais en même temps, aujourd'hui, si on dit qu'effectivement on doit faire les choses, parce qu'il faut rappeler que l'accord cadre nous rappelle sans cesse la nécessité d'avoir une issue heureuse au terme des élections. Exact. On a eu la guerre en 2006, après les élections, on en a eu en 2011, après les élections, avec un mouvement armé par ailleurs, tout ça. Mais maintenant, avec cette dynamique tentant de pouvoir dire, voilà, les remplacements, au niveau du chef de l'État, 6 remplacements il y a, avec toutes les prétentions démesurées. On a aujourd'hui, comme disait Héraclite, cette soif d'honneur, parce que les hommes sont soumis, sont esclaves des honneurs, comme certains dieux dans la période grecque antique. Les hommes aiment les honneurs. Je dois être président, absolument. Ce poste-là est tellement envié par des gens que demain, il dit, voilà, moi j'ai été élu, parce que, entre parenthèses, sa tribu l'aurait élu, ou son ethnie, entre guillemets, donc sous le contrôle de M. Kambaï qui doit me regarder, puisque tribu, ethnie, il évite ça, parce que j'essaie de me référer aux scientifiques du domaine. Donc, c'est ça aussi la difficulté. Regardez aujourd'hui, l'inflation des candidatures au niveau de l'opposition. Vous en avez déjà 4 ou 5 déjà. Ils sont partis de la même plateforme. Il n'y a pas une centrale électorale chez eux. On ne sait pas qui va faire quoi. On ne sait pas qui a une base. Et finalement, on découvre que la seule entité politique de cet environnement qui a encore une base, c'est l'UDPS. Cette arrogance constitue à pouvoir dire, à s'approprier une population et dire que ce sont des moutons qui sont à ma disposition, que je peux le mener au matin à gauche, au soir à droite, n'est pas tenable. On ira aux élections, on verra comment est-ce que va se comporter cette population-là. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, sur base d'une réflexion citadine quelque part, et tout ça, dire voilà, nous à Kinshasa on a décidé que les populations des Kasumbalesa, la population de tel endroit et tout ça, sont complètement soumises à notre autorité parce qu'ils étaient avec nous en 2006 ou en 2011. Non, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Les peuples bantous ne fonctionnent pas comme ça. À un moment donné, ils réclament une sorte au fait de rectitude, d'exemplarité. Au matin, vous êtes ici, au soir, vous êtes là et tout ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable à un moment donné. Donc, selon M. Manjolo, il faudrait attendre la fin de l'opération d'enrôlement dans le Kasaï pour publier un calendrier électoral. Mais que pouvons-nous alors attendre du calendrier que la CENI a promis au rassemblement d'ici la fin du mois d'août? La CENI donne une perspective, mais elle ne fixe pas pour l'instant parce qu'elle n'a pas les outils pour fixer les uns les autres de manière tout à fait, comment dirais-je, scientifique. C'est impossible. Vous avez un calendrier où avec un quota électoral sans les Kasaï, ça s'appelle pas la RDC, ça s'appelle un pays sans le Kasaï. Il faut lui donner notre nom. Ce qui fait que tant qu'on n'a pas les quotas
englobant, prenant en compte les Kassaïens, vous n'avez encore rien du tout en ce qui concerne un pays qui s'appelle RDC. La CENI peut dire, voilà, il y a des indications qui soient de nature à vous donner une idée de ce qui se fera. Très bien, mais ce n'est pas encore ça le calendrier. Ce n'est pas encore ça le calendrier, parce que le calendrier doit tenir compte de toute la situation. Bon, remarquez une chose. Au jour d'aujourd'hui, on m'appelle des Kalamambouji, des Kalumbu, des Luambo, des Masuika au niveau de Luisa. On me dit ceci. Il y a des populations qui se sont déplacées, en tout cas ceux des Masuika vont à Mweneditu. Ceux des Kalamambouji dans le secteur de Kabeleke, c'est chez moi, vont en Angola, sont partis en Angola. Bon, et puis celles qui sont venues d'ailleurs, à cause de la guerre. Maintenant, ces gens-là doivent revenir. On fait comment? Sans compter par ailleurs que vous avez fait une loi, puisqu'on est dans le respect des règles. L'opposition nous reproche, nous dit voilà, vous ne respectez pas les règles. Mais il y a une règle qui donne la possibilité à la diaspora de participer aux élections. Pour l'instant, elle n'est pas encore incorporée. Là aussi, c'est un grand problème. Mais c'est un grand problème. C'est-à-dire que vous allez dire non, mais vous là, dehors, non, ne bougez pas, vous n'êtes pas assez congolais, tout ça. Alors que les statistiques nous démontrent au jour d'aujourd'hui que la vie congolaise, notamment dans les grandes villes, est apaisée par l'apport de la diaspora. Exact. Moi, je suis encore un peu en partie dans ce domaine, enfin dans ce périmètre-là, dans la mesure où ces gens-là soutiennent l'activité sociale et ils ont une sorte de mutualisation en fait pour pouvoir aider les souffrances en RDC, et c'est à hauteur de 2, 3, 4 milliards de dollars par an. Toute la circulation à Kinshasa ici, vous avez les petites voitures, tout ça, c'est la diaspora. Exact. Les petits hôtels un peu à gauche, à droite, c'est la diaspora. Les dispensaires, c'est la diaspora. Et finalement, vous estimez qu'ils sont moins importants que vous qui ne faites rien ici au pays. Si on tient compte de tout cela, on n'ira pas aux élections. Mais alors, non, on ira aux élections, mais lorsqu'on est un homme politique, consciencieux, raisonnable, juste, vertueux, on doit dire la vérité telle qu'elle se présente. Qu'on ne soit pas d'accord pour dire, voilà, effectivement, il ne faut pas faire perdurer les pouvoirs de quelqu'un qui a la tête, qui a dépassé le mandat et tout ça, on peut le comprendre. Mais derrière ça, juste après avoir dit ça, il faut faire des propositions qui tiennent compte de tous les outils, tous les éléments qui rentrent en ligne de danse. Alors que là, on n'en parle même pas. C'est juste pour chauffer la rue et attirer la sympathie des personnes. Monsieur Manjolo, vous, quand je parle de vous, je vois votre parti, vous étiez aux affaires étrangères pendant plusieurs années. Oui. Mais apparemment, vous n'avez pas organisé tout ça au niveau de la diaspora. Aujourd'hui, on est incapable de connaître qui est congolais ou qui ne l'est pas. Oui, mais on a été aux affaires étrangères nous sommes membres de la majorité, donc on n'a pas honte de pouvoir le dire. On a suivi un homme qui s'appelle Joseph Kabila, et par rapport à son programme, par rapport à son projet. On assume pleinement. Mais simplement, lorsque vous êtes aux affaires étrangères, vous n'avez aucune mobilisation des ressources propres par rapport à vous. Vous dépendez totalement du budget et des finances. Vous savez que nous, on a pu effectuer une série de voyages sans être payés. Moi, je l'ai fait. On met donc l'argent que je ne toucherai jamais. Je vous signale. Donc, j'ai pris les pains de la bouche de mes enfants pour pouvoir financer l'État et je n'ai jamais été remboursé. Et si vous faites venir un jour ici l'ancien vice-ministre Kisombe, c'est lui qui était le dernier à me signer un document. Finalement, ça n'a toujours pas été payé jusqu'à aujourd'hui. On dit qu'il n'y a pas d'argent pour vous et tout ça. Donc, ce qui fait que nous nous sommes trouvés dans une situation de précarité absolue aux affaires étrangères. Combien de fois les ministres partent à l'étranger sans moyens et pouvaient être bloqués à l'étranger, tout ça sans moyens. C'est arrivé plusieurs fois. Alors, dites-vous déjà, au niveau simplement de simples déplacements pour accomplir une mission qui est celle de l'État, vous n'avez pas les moyens. Et alors, pour réformer de manière structurelle cette machine qui est les affaires étrangères, vous faites comment? Comment? On vous dit, les budgets ne permettent pas, ceci, les budgets ne permettent pas, c'est là. J'espère bien qu'avec vous, on va peut-être évaluer toutes les niches des recettes de l'État que l'État ne touche pas, parce qu'il y a des gens qui les détournent, donc notamment. Mais en tout cas, on aurait pu faire des choses, on a fait des grandes choses, et là, on a révisité par exemple le salaire de tous les fonctionnaires, ce qui n'existait plus. Au jour d'aujourd'hui, l'ambassadeur congolais ne peut pas avoir honte de l'ambassadeur de notre pays africain. Parce qu'on les a alignés quasiment à un bon niveau, y compris tous les fonctionnaires au niveau de l'étranger. Les salaires commencent à arriver régulièrement et les frais de fonctionnement. Donc, c'est notre temps. Bon, maintenant, il fallait rapatrier ceux qui étaient là depuis très longtemps. C'est ça la difficulté qu'on a eue parce qu'il n'y avait pas de moyens. Parce que pour chaque individu qui doit venir, il faut compter plus ou moins entre 200 et 300 000 $ par personne. Ben, on allait trouver ça où? C'est ça la grande difficulté qu'on a eue. Faute de moyens. Il aurait fallu qu'on puisse revenir un peu à l'ancien système que Mobutu avait installé, c'est-à-dire que coller les affaires étrangères, qui est un département à part, avec une entreprise de l'État qui, sur ses bénéfices,
finance directement les affaires étrangères pour sans passer par les finances. Exactement. On avait fait ça à l'époque avec la GECAMIN. Ce qui fait qu'un ministre des Affaires étrangères comme Gouskar Libon avait toute la liberté et tout se passait comme il faut. Mais bon, depuis qu'on a tout versé au Trésor public à travers les budgets, on confond tout. Un Premier ministre qui arrive, il pense qu'il a l'autorité sur les affaires étrangères. Non. Les affaires étrangères, c'était l'appendice de la présidence. Et par conséquent, on n'a pas à avoir d'influence là-dessus. Il peut venir rendre son rapport au niveau du gouvernement, mais il est plus lié à la présidence de la République. Et tout ça, ces fonctionnements échappent à beaucoup de personnes. Parce que les gens n'ont pas la maîtrise de l'État dans la plupart des compartiments ou des réflexions. C'est ça aussi la grande difficulté qu'on a en RDC. Et qu'il faut, à un moment donné, résorber par des réformes structurelles tout à fait utiles. Pas d'élection en décembre 2017, dont la voie est balisée pour un troisième dialogue. Sans Kabila, comme l'a souhaité Félix Tshisekedi à l'époque. Oui, mais il me semble que Joseph Kabila a été élu, n'est-ce pas? Et que la Constitution lui permet de pouvoir rester au regard de l'article 77. Et 70 plutôt, alinéa 2. Jusqu'à ce qu'on puisse élire un autre président. Exact. Donc il tient ça de la Constitution, au même titre que M. Kengo est au Parlement depuis un certain temps. Selon l'accord, l'échéance prend fin en décembre 2017. Non, mais l'accord n'est pas la Constitution. La Constitution dit autre chose. Et l'accord dit qu'il respecte la Constitution. L'accord dit « je respecte la Constitution ». Donc l'accord va refuser de respecter la Constitution pour faire plaisir à quelqu'un, non. Il n'y a pas, au fait, des dispositions divines ou prophétiques de quelqu'un qui dirait « j'ai décidé que ». Mais non. Le peuple congolais a décidé que. En 2006, il y a une constitution qui s'applique in extenso. Et notamment l'article 70 alinéa 2, tel qu'interprété par la Cour constitutionnelle, au même titre que 103 et 105 en ce qui concerne les députés provinciaux et exactement. Ouais, maintenant, vous avez ça par cœur quasiment. Alors, je rappelle au passage que ceux qui aujourd'hui disent que la Constitution, c'est là, tout ça, l'avaient refusé en 2006. Ils avaient fait une campagne contre la Constitution. Ce n'était pas leur Constitution, ils ne pouvaient pas se l'appliquer. Ils ont même refusé d'aller aux élections. Aujourd'hui, ils sont revenus à la raison. Demain, ils vont revenir encore à la raison. Parce que, quelque part, de temps en temps, lorsqu'il y a des frictions aussi intenses ou des positions aussi distendues, de temps en temps, il y a une lueur des raisons qui les touche. Est-ce que je me demande, est-ce que vous ne voyez pas venir cette psychose d'ici le mois de décembre? À voir aussi ce que le syndicat de Kolo, Filimbi, Lucha ont fait la semaine passée. Ils ont constitué une force là pour barrer la route à vos velléités. Non, il me semble que, que la société civile puisse se prononcer, c'est de bonne guerre, c'est pas un problème, mais c'est une société civile de l'opposition. Parce que le syndicat de Kolo, je ne sais pas très bien ce qu'il veut, parce que, quelque part, j'ai l'impression que il a retrouvé le bon sens en quittant les G7, puisqu'il était proche des G7, ils ont fait des tas de photos entre personnes d'une couleur particulière et tout ça, il frimait avec ça. Ce qui n'était pas bien, hein, parce que je crois l'avoir croisé une ou deux fois au niveau de l'Angola, c'est quelqu'un qui a une certaine intelligence, une certaine vision, mais il me semble qu'il va dans le mauvais sens. Il va dans le mauvais sens. Mauvais sens, pourquoi? Parce qu'il ne soutient pas Joseph Kabila? Non, on n'a pas demandé qu'il soutienne qui que ce soit. Ce que je suis en train de faire ici aujourd'hui, c'est que je propose à ce que les gens réfléchissent de manière désintéressée quelque part pour l'intérêt de la République. Pas de manière orientée lorsque, surtout, on n'a pas été acteur politique au sens réel du terme et qu'on doit intervenir dans le débat politique. Il faut venir avec des résolutions, des propositions, pas accompagner un groupe de gens. Donc, qu'il ait déjà pris des distances de manière nette avec la disposition ou fait de la démarche politique avec les G7, c'est une très bonne chose. Maintenant qu'il aille s'associer avec des mouvements citoyens pour parler de certaines choses, mais malheureusement, en France, ça pose un problème. Je pense qu'il a suffisamment de moyens pour pouvoir, il aurait pu délocaliser ça et faire venir les gens à Kinshasa, à Lubumbashi, ailleurs. Kinshasa, il sera arrêté, il y a un procès contre lui qui lui-même qualifie des bidons. Bon, ça c'est autre chose. Je n'ai pas envie d'aller dans le détail dans ce domaine-là, je ne connais pas le dossier. Mais simplement, il pouvait le faire aussi en Angola, il pouvait le faire ailleurs, dans un autre pays africain. Pourquoi est-ce qu'il faut faire en France? Pourquoi la France dérange? La France a encore les droits de préemption sur la RDC jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous le savez? Lorsqu'on découpait la RDC, on donnait ça à la Belgique, on a gardé les droits de préemption la France a gardé les droits de préemption. C'est la France d'où est venu Sarkozy pour nous dire qu'on avait trop de richesses, qu'il fallait le partager avec les autres. C'est pas une bonne image pour la République. Pour les gens qui substantiellement connaissent les pays et les interactions internationales, et c'est pas bon de pouvoir... Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà, simplement. Maintenant, je n'ai pas à critiquer quoi que ce soit. J'ai simplement à démontrer qu'il y a des failles dans la démarche.
et qu'on peut corriger. Notamment en disant, tiens, je m'appelle Syndicat de Kolo, je suis un fils du pays, et j'ai à proposer quelque chose par rapport à la discussion qui soit de nature saine. Mais si vous venez porter aussi par l'homme spiritualité, la rancœur anti-Kabila et tout ça, ça dénature tout et ça vous affecte les pouvoirs, aller dans un sens qui forcément n'est pas les vôtres quelque part. Parce que là, vous faites ce qu'on appelle le manichéisme et la fausse ligne Maginot qui consiste à pouvoir dire, il y a l'axe du bien et l'axe du mal. L'axe du bien étant l'opposition, l'axe du mal étant la majorité. Or, aujourd'hui, on a un gouvernement d'union nationale qui est déjà là, depuis Badibanga. Aujourd'hui, on a Chibala. Bon, qu'on fasse un peu la démonstration des... Est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils ont raison, ceux qui disent que l'axe du mal, c'est la majorité? À voir la dernière dénonciation de Luzolo Bambio auprès du PG sur les détourneurs, la plupart sont recrutés au niveau de la majorité. L'axe du mal, je dirais non. Je ne pense pas que vous avez à me reprocher ou à Ramochi Banda d'être l'axe du mal par rapport à ce qu'on a fait aux affaires étrangères. Nous, on a tenté d'apporter des solutions par rapport aux velléités de la partition du pays dans la partie Est, notamment en allant négocier avec les CNDP d'abord et M23 par la suite. Et dans les cas de la coopération aujourd'hui, vous pouvez rouler calmement sur la chaussée poids lourd, INPP est en forme et tout ça. On a redoré le blason toujours sous la coupole du chef de l'État. La crédibilité internationale de la RDC, ça a vu jour sous la gestion des Ramochi Banda à la coopération des affaires étrangères. On a eu un paquet de sommets, c'est-à-dire qu'on a recouvré la crédibilité internationale sous les règnes des Ramochi Banda aux affaires étrangères et à la coopération. On a commencé par la SADC, CEAC, COMESA et comment dirais-je, francophonie. On a fait un paquet de sommets à Kinshasa. Kinshasa a été quasiment mis à la lumière, à la suite de la gestion sous la direction du chef de l'État, mais en tout cas de M. Ramochi Banda. Voyez-vous, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, vous dites, M. Luzolo a fait un travail. Bien sûr, M. Luzolo a fait un travail. Mais ce travail vient de quoi? Ce travail vient de la conscience personnelle du chef de l'État qui s'est dit, dès le départ, que, il était mal entouré, et que la corruption était terrible, et que les social n'avançaient pas. C'est son constat personnel. Et sur base de ça, il engage M. Luzolo pour lui dire, écoute, faites-moi un peu le travail pour vérifier qui fait quoi. Mais en tout cas, les gros poissons. Mais ça a pris du temps, n'est-ce pas, Star? Non. La voie de la justice a ces temps-là. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle aussi les délais raisonnables dans toute procédure judiciaire. Mais il y a aussi les habitudes qui sont installées depuis trop longtemps qu'il faut défenestrer. Et il me semble que M. Luzolo a fait son travail. Et là-dessus, moi, je suis tout à fait à l'aise. Dans la mesure où, dans mon texte ici, j'en parlais et il s'avère que... Je rappelle d'ailleurs que vous êtes aussi écrivain. Merci infiniment. Je ne sais pas si je peux me permettre. Oui, allez-y. Voyez-vous, j'ai eu même à discuter avec M. Luzolo. J'étais surpris de voir qu'effectivement, il a été recherché la teneur, la substance de ce qu'il disait Cicéron il y a 2000 ans. Et moi, qu'est-ce que disait Cicéron? Dans mon texte ici, l'homme et la structure, l'homme et la structure, je reprends à mon compte une description en fait de la situation de la justice romaine à l'époque, donnée par Cicéron dans l'action contre Vérès. Qu'est-ce qu'il dit? Et je mélange ça, ça devient congolais. Oui. J'ai dit ici que nous lançons ici l'écrit que lança autrefois Cicéron au juge romain, dernier rempart de l'éthique et de la morale de la société. Alors que Rome antique, il y a 2000 ans, était aux antipodes de notre situation actuelle, chaque compartiment et chaque secteur de l'Empire romain était codifié, structuré, mais par la corruption, l'affaissement des mœurs, les tricheries, les compromissions, l'affairisme à outrance et toutes sortes de cabales ont conduit au déclin de Rome. Ainsi, nous demandons aux juges congolais de faire un choix qui ne saurait être cornélien. Monsieur le juge, il vous revient aujourd'hui de sauver la nation par des jugements éthiques ou la précipiter par les sentences iniques empreintes de corruption, sentant les soufres et l'argent liquide. Autant nous sollicitons les citoyens de sortir de la mendicité, de l'idolâtrie et de repousser tout instinct des vandalismes primitifs pour le salut de la République, autant nous implorons les juges de bien vouloir se draper dans la probité pour transmettre à la postérité une jurisprudence exsangue de tout reproche, pierre angulaire de la structure que nous voulons millénariste. Aussi, nous reprenons à notre compte cette philippique, si juste et si actuelle. Ce que vous devez appeler de tous vos vœux, juges,
c'est qu'ils pouvaient, mieux que quoi que ce soit, contribuer à apaiser la malveillance soulevée contre votre ordre, à relever les tribunaux de leur discrédit semble, bien moins par un effet de prudence humaine que par une faveur des dieux vous être donnée. Vous êtes offert en conjoncture décisive pour l'État. Il y a longtemps, en effet, qu'a pris pied une opinion aussi funeste à l'État qui est dangereuse pour vous. Oui, non seulement en RDC, mais chez les nations voisines. On répète de bouche à bouche qu'avec les tribunaux tels qu'ils existent aujourd'hui, l'homme qui a de l'argent, fût-il coupable, ne peut être condamné. C'est clair. C'est dans ce moment si critique pour votre ordre menacé de perdre les pouvoirs judiciaires. C'est quand on s'apprête à enflammer par des harangues, des propositions de loi cet esprit de malveillance contre l'État qui est amené vers vous. Et c'est ce que nous vient de faire. Cet homme, depuis longtemps condamné par sa vie, délavé de tous, et par ses actions, mais absous d'avance par sa fortune, ainsi qu'il s'en flatte du moins, qu'il s'en vante. Et moi, juge, si répondant aux vœux de l'attente du peuple congolais, je me présente dans cette cause comme accusateur, le Zolo. Ce n'est pas pour aggraver la malveillance dont l'ordre est accusé, mais pour alléger celui d'un commun discrédit. J'amène devant vous un homme qui vous fournit l'occasion de rendre à vos jugements la considération qu'ils ont perdue, de rentrer en grâce auprès du peuple congolais, de donner satisfaction aux nations étrangères. Un homme, les déprédateurs, dans le terme ancien, du trésor public, l'oppresseur de la RDC, les violateurs et hontés de la justice en RDC, la plaie et les fléaux de la République. Si vous les jugez avec une sévérité conforme à votre serment, cette autorité qui doit rester dans vos mains n'en sortira pas. Mais si les immenses richesses de l'accusé étouffent dans les tribunaux la voix de la conscience et de la vérité, j'aurai du moins la satisfaction d'avoir montré que s'il a manqué à la République un tribunal, il n'a pas manqué d'accuser au juge ni d'accusateur à l'accusé. Le Zolo a fait exactement ce qui est dans ce texte. Je porte vers vous ces gens-là. Voilà. Il y a aussi un problème, M. Manjolo. C'est la dénonciation, il l'a fait sous feu de projecteur dans la presse. Est-ce qu'on ne vous trouve pas que déjà là, c'est pour entraver la justice? Moi, je donne un exemple, je sais que je suis sur cette liste, je vais tout faire pour brouiller les pistes. Non, je pense que c'était pas sa démarche. Le Zolo ne travaille pas comme ça de manière à ciel ouvert. On a un problème de fuite dans nos administrations qui sont liées à certaines personnes et tout ça, et on a vécu ça aussi aux affaires étrangères. Les gens ont besoin de faire les buzz, de dire qu'ils sont au courant des choses et faire le commerce avec certains documents de la République. Quand vous regardez la correspondance qui est adressée au procureur général, il y a des copies à plusieurs personnes. On ne sait pas à quel moment la fuite s'est passée. Parce que le chef de l'État est saisi d'abord, et il y a une série de personnes qui sont saisies. Bon, maintenant, il y a toujours des fuites. C'est à ce niveau-là qu'il faut voir les choses. Notre système de transmission de correspondance pose un problème parce qu'il y a des petites gens sur les circuits qui monnaient au fait des informations et tout ça. Donc malheureusement, c'est ça. Et mais ça biaise déjà l'opération, le processus. C'est dangereux pour le processus, c'est vrai, vous avez raison, c'est dangereux pour le processus. Mais en même temps, il y a certaines vérités qui sont là, qui peuvent, même si on le mettait à l'air libre, ça ne change rien. Ça ne change pas la teneur de leur acidité. Les gens ont pillé l'État. En tout cas, il y a une série d'épreuves qui sont là. On attend d'abord qu'effectivement la procédure prenne son élan et que les juges les déterminent. Mais vous ne dénonciez pas, vous qui étiez avec ces gens-là, vous les côtoyez à tout moment. Mais... Moi, je ne dénonce pas au sens des individus. Je pars du principe que le système n'est pas bien fait. Il est mauvais. Le chef d'État lui-même l'a dit. La constaté. Donc quand les gens applaudissent pour dire bon ça va très bien, il vous dit mais bon, tant que le social ne va pas, ça va pas. Mais comment on fait pour résorber toutes ces difficultés au niveau du social? Et là maintenant il faut proposer des pistes de solutions. Ce que j'ai fait, c'est que non seulement j'apporte la critique, je constate, je critique, mais j'apporte des solutions dans mes textes. Bon, la solution, c'est quoi? Parce que dénoncer, c'est une chose, mais juger ces gens-là en est une autre. Oui. Bon, dans votre texte, vous l'avez dit aussi que notre justice aujourd'hui est peu crédible aujourd'hui. Est-ce que après avoir été dénoncé, est-ce qu'on doit être sûr que ces gens-là seront jugés, condamnés? Oui, mais ils le seront peut-être, sûrement, probablement. Très bien. Mais simplement, je pense qu'il faut revoir les choses de fond en comble. On a besoin d'une vraie réforme judiciaire, mais qui est liée à la fois à la qualité des animateurs des structures judiciaires, mais aussi des moyens. Ce n'est pas acceptable qu'un juge touche 1 000 $ par mois au taux du jour. Ce qui fait que ça répond à peu près presque la moitié. 500 $. Et ces juges arrivent. Notre système judiciaire fait que
lorsque les juges saisis, le parquet a déposé les juges saisis, commence son instruction, les juges instruisent en même temps. Hein. Quand il est en train d'instruire, il est appelé à se déplacer sur le terrain pour les vérifier. Mais très souvent, il est pris en charge par... donc les plaignants éventuels, voilà, les plaignants éventuels prennent en charge les juges. C'est déjà un acte de corruption, parce que l'État n'a pas mis les moyens pour... Les juges se déplacent soit à moto, soit en taxi, parce qu'il n'a pas le moyen. Les juges ne peuvent pas s'équiper d'une bibliothèque pour pouvoir avoir le livre, être à jour avec la connaissance. Il ne peut pas l'être. J'ai donné un exemple sur un autre plateau. Au jour d'aujourd'hui, vous avez, au plan international, un certain nombre de pays qui ont adopté les mariages homosexuels. Bon, alors, 2 personnes mariées légalement sous ces régimes-là, sous cette forme-là, dans un pays étranger, viennent s'installer en RDC. Comment est-ce qu'on gère ces gens-là en RDC? Il appartient aux juges d'accéder à la littérature, à la doctrine, à tout ce qui touche ces domaines-là dans ce pays-là, parce qu'il y a les statuts personnels qui doivent produire ces effets à un moment donné, mais il y a aussi l'ordre public international congolais qui doit réagir en fonction de ça. Mais il n'est pas au courant parce qu'il n'est pas informé, parce qu'il ne lit pas, parce qu'il n'a pas accès à quoi que ce soit. Donc c'est une difficulté réelle. Il y a plein de domaines comme ça où les juges congolais est bloqué. Donc un juge qui, au terme de 17 ans d'études, des fois 18 ans, 19 ans d'études, à $500. Vous espérez quoi? Et il a, si c'est un homme, il a une femme et des enfants et tout ça. Donc, c'est vraiment un candidat à la corruption tout désigné. Donc, il faut modifier absolument. Et le pouvoir judiciaire doit prendre sa place. La justice, c'est la régulation de la société. Sa place est prépondérante. Au-delà même de la place de tous. On fait les règles, on les exécute, mais celui qui surveille les règles doit être au-dessus de toute considération. C'est pour ça que les présidents de la République eux-mêmes et les magistrats suprêmes. Parce que c'est au-dessus de toute considération. Donc, mais malheureusement, c'est pas vu comme ça. Vous avez des départements de la République où les gens touchent de l'argent pour rien du tout. Comment voulez-vous qu'un juge qui représente la régulation d'une société touche $1000 au taux du jour, c'est-à-dire $500, qu'un député national ou provincial, ou les provinciales sont à 2500 ou 4000, et national est à 6 ou 7000. Comment voulez-vous? Sans compter les invisibles. Mais comment voulez-vous? Ce n'est pas juste. On ne peut pas espérer construire un pays sur une inégalité aussi prononcée. Et quand on voit les règles qui nous sont proposées par les parlements jusqu'aujourd'hui, ben, sincèrement, ça pose problème. Ils sont dans les batailles permanentes, des motions et tout ça, et puis des discussions, des saupoudrages des uns des autres, mais globalement, ça ne produit pas grand-chose. Alors qu'il y a un domaine nécessaire à la régulation pour qu'on ne soit pas dans ce que Hobbes appelle l'état de nature. L'état de nature est sauvé par l'installation à la fois d'une structuration, comme le disait Locke, du gouvernement civil, mais en même temps, Rousseau nous rappelle la nécessité d'avoir la séparation des pouvoirs. Il faut absolument qu'on puisse séparer les pouvoirs. Et les pouvoirs judiciaires a une place prépondérante, sinon la première. Il y a aussi une plainte qu'un groupe d'ONG a déposée à l'encontre des entreprises. Est-ce que vous pensez que cette plainte-là va déboucher à quelque chose? Mais cette ONG ou cette association dit ceci, qu'il y a une série d'acteurs, d'entrepreneurs en RDC qui ne payent pas d'impôts. Et alors vous avez une série de fonctionnaires qui acceptent de faire ça de cette façon-là, de sorte à les récupérer. Et alors, chaque fois que l'affaire est portée devant les juges neutralisent l'affaire parce qu'il est payé. Un juge qui voit débarquer devant lui quelqu'un qui va lui donner 20 ou 50 000 $, alors que cette personne doit payer 300 ou $1 million à la République. Le choix est clair. Le choix est clair. Il met de côté. Ce n'est pas acceptable. Vous savez, lorsque vous détournez ne fût-ce que $1000, $200 de la République, ce sont les seringues qui sont appelées à partir à Kalumbu, à Luisa, à Kasumbalesa, pour soigner les pauvres enfants. Même à Mama et moi ici, ici à côté. Qui n'arrivent pas. Et vous avez des morts au bout de la chaîne. Je disais ça dans mon texte, Ma Nation. Il n'y a pas crime plus grave que celui-là. Les détournements de l'argent public. Parce que c'est une caisse commune de toute la République. Tous les enfants de la RDC ont la même marmite. Quand vous savez, les familles les plus modestes font quoi? On attend que tous les enfants arrivent autour de la table pour commencer à choisir un morceau en regardant, bon, est-ce qu'il y a l'équilibre ou pas? C'est ça les trésors publics. Mais lorsqu'il y a des gens qui estiment que bon, il y a la marmite pour eux tout seuls, donc ils s'enveloppent dans cette marmite, commencent à consommer goulûment, ça pose un problème. Et ça, c'est hyper criminel. Il n'y a pas plus crime
important dans une république que les détournements. Donc la solution que Maître Manjolo propose, c'est réajuster le salaire des juges, des magistrats. Il faut mettre le salaire du magistrat et du fonctionnaire à la hauteur de la tâche qu'il leur a confiée pour les uns pour les autres. Quelqu'un qui juge doit être complètement en dehors de toute tentation. C'est-à-dire, il a un bon salaire, il a sa bibliothèque, il a un moyen de déplacement, il a un logement décent. Et il doit faire son travail. Alors là, vous êtes exigeant vis-à-vis de lui. Mais quand vous ne lui offrez pas toutes ces possibilités-là, il fait ses études de droit, il passe son concours, il accède au poste, il doit juger les gens qui viennent avec des millions en poche. Il fait comment? Et il est désarmé face à ces gens-là. Pour l'essentiel, un prédateur qui est en face de quelqu'un démuni complètement et tout ça, ben, écoute, il le dévore. C'est ça la situation que nous sommes en train de vivre. On ne peut pas s'applaudir en disant ouais, c'est normal. Non, ça ne doit pas être normal. Parce que la République a de l'argent. Monsieur Le Zolo nous dit il y a plus ou moins 15 à 20 milliards de dollars par an qui échappent au fisc. Mais c'est gravissime. Si vous affectez 1 milliard pour les juges et 3-4 milliards pour l'enseignement, la formation, pour les centres des recherches appliquées fondamentales, si vous appliquez ça au ministère de la Culture, un grand ministère de la Culture que j'ai rêve, mon rêve c'est celui-là. Hein, ça va se réaliser un jour. J'ai rêve d'un grand ministère de la Culture. En tout cas, on intercède, ça doit se réaliser. Il ne peut pas avoir dans ce pays plus grand ministère que le ministère de la Culture. Voyez-vous là-dessus, juste 2-3 phrases assez rapides. Nous vivons ce que a écrit à l'époque M. Gunther Sanders sur l'obsolescence de l'homme congolais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a inversé les valeurs. Lorsque je viens devant vous, M. Mboma, que je déverse devant vous un peu de science, ce n'est pas intéressant. Exact. Beaucoup disent que c'est la distraction. La distraction. Mais lorsque je viens pour pouvoir insulter, j'aligne les uns les autres. Puisque je ne suis pas de l'opposition, par conséquent, je prends M. Kamitatou, M. Chilombo, M. Tel, je commence à les insulter les uns les autres, tout ça. Là, alors là, intéressant. Voyez-vous, c'est l'inversion de valeurs. C'est-à-dire qu'une société qui fonctionne maintenant à l'envers, la pyramide a été tournée. Les valeurs les plus sales sont montées au-dessus comme étant les valeurs absolues sur lesquelles on doit se référer, parce que les gens doivent applaudir. J'ai fait une émission sur RTNC avec un jeune qui a la fougue, mais les pauvres. Et j'ai fait remarquer d'ailleurs qu'on a un souci parce que on vient d'avoir la liste de toutes les universités africaines. La RDC, l'université de Lubumbashi est en 173e position. 173e position. C'est dire que la formation est complètement affaissée en RDC depuis une trentaine d'années. Voyez-vous? Alors, vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas armé intellectuellement, parce que tout simplement, il n'a pas eu cette chance-là. Donc je le comprends, mais je lui dis, écoutez, il y a moyen de pouvoir gérer la fougue à travers un comportement au-delà de l'absence des mots, de la vacuité des éléments de langage. Il y a quand même un comportement de civilité qu'il faut avoir. Mais derrière ça, il y a un journaliste qui dit, voilà, les kabylistes ont été massacrés. Vous voyez l'interprétation? Vraiment. Basique, simpliste et nulle. Pourquoi? Parce que les pauvres journalistes aussi se trouvent dans la même situation. Voyez-vous? Heureusement que nous ne nous retrouvons pas dans cette situation. Non, je sais que c'est pour ça que je prends du plaisir à vous voir. En tout cas, le plaisir était partagé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.